Les assises du Var condamnent à 12 ans de réclusion Stéphane Audibert pour avoir provoqué un incendie au cours duquel 10 pompiers ont été blessés. Très vive réaction dans la salle. La mère du condamné a perdu connaissance. L'incendiaire a toujours clamé son innocence. Près d'Arles, un accident de car a fait un mort. Le chauffeur, 6 adolescents ont été grièvement blessés. Le conducteur aurait sans doute été victime d'une crise cardiaque. La baisse de la TVA dans la restauration semble très compromise, même si Paris continue à défendre sa position. Décision mardi prochain. La présidence autrichienne de l'Union a pour l'instant supprimé de sa liste cette réduction tant attendue. Un froid polaire qui touche l'Europe du Nord avec des températures jusqu'à moins 30 degrés. En Russie, les géants des groupes énergétiques travaillent à flux tendu. Les pannes se multiplient. Les exportations sont limitées à Moscou. Des dizaines de personnes ont été hospitalisées. Pour les Français, c'est d'abord Chouchou et Loulou, les héros d'un gars et d'une fille, diffusés sur notre chaîne. Aujourd'hui, le tandem Alexandra Lamy et Jean Dujardin se reforme, mais cette fois-ci sur les planches. Au théâtre, ils sont deux sur la balançoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Le verdict est tombé il y a un peu plus d'une heure, un verdict qui se veut exemplaire. La cour d'assises du Var a condamné en fin de soirée à 12 ans de réclusion ce pompier incendiaire qui a provoqué un grave feu de forêt en juillet 2003, incendie au cours duquel une dizaine de personnes avaient été blessées. La lourdeur de la peine témoigne de la volonté des jurés de sanctionner comme jamais ces actes pyromanes. Dominique Verdaillan, Daniel Lévy. L'inquiétude, la peur chez les parents de l'accusé à quelques minutes du verdict. Le silence est total, angoissant dans la salle d'audience. La sonnerie annonce l'entrée des jurés après 2h30 de délibéré et le président adresse alors au public une mise en garde. Je rappelle que je n'admets pas la moindre manifestation ni de sympathie ni d'antipathie à l'égard de la cour et du jury. Puis le verdict tombe comme un coup de tonnerre. 12 ans. Le frère hurle sa colère et se précipite vers le box. Sa mère tombe en syncope et l'avocat de la défense est au bord du désespoir. Je trouve que c'est lamentable. Je trouve que c'est l'exemplarité. Ça avait été annoncé en novembre 2003 et l'exemplarité, elle est là aujourd'hui. Pour servir la politique, pour servir la justice. Je suis vraiment profondément atterrée. Il a 25 ans. Il a déjà fait 26 mois et ça veut dire que le jour où sortira, il aura 35 ans, alors que c'est des doutes. Certes, avait reconnu l'avocat général, personne n'a vu Stéphane Audibert allumer le feu, mais son emploi du temps est compatible avec l'incendie de la Motte en juillet 2003. S'adressant au juré avant le délibéré, Stéphane Audibert avait dit « Je suis innocent, je le serai et je le dirai jusqu'à ma mort ». Il a d'ores et déjà décidé de faire appel de sa condamnation. Venons-en à cet accident de car près d'Arles, à bord essentiellement des adolescents, dont 6 ont été grièvement blessés. Le chauffeur a été tué. Il aurait été victime d'une crise cardiaque au volant. C'est la première hypothèse avancée pour expliquer ce drame de la route en pleine ligne droite. Le plan rouge a été déclenché. Nicolas Luizet, Michel Comin. Le bus transportait une quarantaine de personnes, des collégiens pour la plupart, qui venaient de terminer les cours et qui rentraient chez eux comme chaque jour. Vers 13 h, soudainement, le car quitte la route et glisse violemment dans un fossé. Le chauffeur est tué. Lorsque les pompiers arrivent, il y a une trentaine de blessés, dont 6 graves, des adolescents qu'ils vont devoir extraire de la carcasse du bus. Je dormais quand le car est tombé, donc j'ai rien vu. Je me suis juste relevé et puis bon, on est tous sortis du bus. Et après on a appelé les pompiers et on a vu qu'il y avait un jeune qui était resté coincé dedans et le chauffeur qui ne bougeait plus. Très rapidement, le plan rouge est déclenché. Des pompiers des départements voisins sont appelés en renfort. Une centaine d'hommes sont mobilisés. Plusieurs hélicoptères viennent évacuer les blessés les plus atteints. Nous avons un bilan relativement lourd puisque nous avons 33 personnes victimes de cet accident de la route. Une personne malheureusement décédée. 7 personnes gravement blessées, on appelle des urgences absolues dans le cadre du plan rouge. Le conducteur aurait été victime d'un malaise, c'est l'explication la plus vraisemblable. D'après les témoignages recueillis par les gendarmes, au moment de l'accident, le car circulait seul sur une ligne dégagée. Et comme vous pouvez le constater, grand soleil, pas de Mistral, une grande ligne droite, la route est sèche. Très vite, la salle municipale a été aménagée en hôpital de campagne. Tout l'après-midi, les blessés les plus légers ont été soignés ici. Ce soir, le village de Mastibert est choqué. Tous les passagers étaient originaires de cette commune de 2000 habitants.
Le chauffard qui avait volé une ambulance et fauché 4 fillettes, dont une de 11 ans, mortellement touchée en décembre dernier. Cet homme a été extradé aujourd'hui de Belgique où il s'était enfui. Il a été remis à la police française. Thierry Curtet, Philippe Mugerin. Il a été extradé ce matin de Belgique et présenté aussitôt à un magistrat. Le jeune Mohamed Kamli, 18 ans, dort ce soir en prison, mis en examen pour homicide involontaire, aggravé par un délit de fuite et une conduite en état d'ivresse. L'alcool, le jeune homme en était imbibé. Il a raconté ses 24 dernières heures, sa nuit blanche qui a précédé le drame, où les policiers de Thionville l'avaient d'ailleurs arrêté et mis en cellule de dégrisement. L'alcool, il a été incapable d'expliquer le drame. Sur les faits précisément, il a été assez évasif parce qu'il ne se souvient de rien. Il a quelques flashs qui concernent en fait le moment où il subit le choc de plein fouet dans le visage parce qu'il a effectivement un traumatisme au visage. Et c'est tout, mais comment il est monté dedans, comment il en est descendu, très peu explicite, il ne se souvient de rien. Au volant de l'ambulance qu'il avait dérobée pour épater un copain, il avait fauché 4 fillettes sur un passage protégé. Lola, 11 ans, est morte sur le coup. Ni Mohamed Kamli, ni son passager n'avaient porté secours. La justice va organiser une confrontation pour définir clairement les responsabilités. Le jeune homme n'avait jamais passé son permis de conduire. Après l'accident, il avait franchi la frontière belge, toute proche, où il avait été arrêté. Les violences scolaires avec ce nouvel incident, l'agression d'un professeur d'anglais hier dans l'Eure qui souffre d'une fracture du nez après avoir reçu un coup de tête d'un élève d'un collège de Gisors. L'adolescent âgé de 15 ans a été mis en examen et placé en liberté surveillée. Benoît Bringer, David Fossard. Un collège presque en pleine nature, jusqu'à présent sans problème. Mercredi pourtant, une violente altercation a opposé un professeur d'anglais à un élève de 15 ans. Un collégien nous donne sa version. Il a insulté le prof il est sorti de sa salle, il est arrivé sur l'élève, il a mis le front contre le front, il commençait à lui dire ouais qu'est-ce que tu veux et tout, ensuite il a commencé à insulter l'élève et ça n'a pas plu à l'élève et l'élève il lui a mis un coup de tête dans le nez quoi. Impossible pour l'instant de pousser plus loin la vérification de ce témoignage. L'enseignant a eu le nez cassé et s'est vu prescrire une interruption temporaire de travail de 10 jours. La nouvelle a surpris les parents d'élèves. Je suis étonné, moi. Ouais. Parce que c'est vraiment calme. Oui, c'est calme, on n'a pas de problème. L'adolescent, turbulent mais sans passé judiciaire, a été présenté au juge pour enfants d'Évreux et mis en examen pour violence volontaire. Il encourt une peine de 5 ans de prison, réduite de moitié puisqu'il est mineur. Il s'est laissé aller à un comportement qui est inacceptable et nous avons voulu lui montrer que ce n'était pas tolérable. Nous avons utilisé les outils que la justice et la loi mettent à notre disposition. L'adolescent a également été suspendu. Il passera mardi en conseil de discipline. Il sera alors décidé s'il doit être renvoyé définitivement. La violence scolaire qui est fortement ressentie par l'opinion publique et en particulier les parents d'élèves. 71% des personnes interrogées considèrent que cette violence à l'école a tendance à augmenter depuis 5 ans. Ce sondage de CSA a été commandé par le ministère de l'Éducation nationale. Dominique de Villepin entend piloter le dossier de la prévention de la délinquance. Une réunion interministérielle se déroulait ce matin à Matignon avec pas moins de 9 ministres. Le plan retenu à ce jour fera l'objet de plusieurs projets de loi. C'est dire l'éventail et la diversité des mesures qui devront être mises en place. Yasmina Farber, Sophie Rodier. Le Premier ministre Dominique de Villepin mobilise plusieurs membres de son gouvernement pour plancher sur la prévention de la délinquance. Police, justice, santé, urbanisme, autant de secteurs concernés. Le ministre de l'Intérieur a été le premier à dévoiler certaines mesures. Nicolas Sarkozy veut multiplier les caméras de surveillance, notamment dans les parties communes d'immeubles. Autre dossier, créer des internats en banlieue. Du lundi au vendredi, les élèves seraient suivis. Exiger des certificats de scolarité auprès des parents pour l'obtention d'allocations familiales. Projet sensible, réformer l'ordonnance de 45 sur la responsabilité pénale des mineurs avec des sanctions possibles dès l'âge de 10 ans. La question, c'est une réponse immédiate et adaptée pour tout mineur qui commet une contravention et un délit. Notre conviction, c'est que le plus tôt on agit, le plus tôt on intervient, le plus tôt on évite la dérive d'un jeune, d'un adolescent vers la délinquance.
Mieux protéger les femmes des violences conjugales, faire de la drogue ou de l'alcool une circonstance aggravante pour les meurtres. Les pistes de réflexion sont multiples. Pour prévenir la délinquance, le maire doit être au cœur du dispositif. Il aurait des pouvoirs accrus. Exemple, l'élu pourrait décider d'un placement en hôpital psychiatrique. Des mesures à l'étude qui créent déjà un débat. Un immense chantier donc avec notamment, on l'a dit, en première ligne les maires des communes qui sont concernés au quotidien par cette prévention de la délinquance. Des élus qui pour certains souhaitent avoir davantage de pouvoir de répression, d'autres y sont franchement hostiles. Amaury Guibert, Anouk Burel. Comme chaque semaine, Gérard Trémège fait son inspection à la police municipale. 10 personnes aujourd'hui quand même. À Tarbes, il y a une dizaine de policiers municipaux sous les ordres du maire. Un maire dont les pouvoirs pourraient être renforcés, possibilité de prononcer des rappels à l'ordre ou de revoir l'attribution des allocations familiales. Tout cela, Gérard Trémège y souscrit. Ce qui est bon, c'est que ça nous donne une autorité en matière de prévention et une autorité en matière de répression. Bon, il est évident que nous préférons faire de la prévention. Mais ce qui est bon, c'est d'aller de l'éducation à la sanction. Autres communes et autres politiques, à Rezé en Loire-Atlantique, ont fait d'abord le pari de la prévention. Pas de police municipale, mais 4 médiateurs. Sur une partie de notre travail sur des conflits de voisinage. Ils sillonnent la ville pour désamorcer les conflits. Ici, un problème de bruit entre voisins. La police, elle va verbaliser. Nous, on va aller voir le voisin et on va essayer de discuter pour régler ça gentiment, quoi. Donc voilà. Et ça marche ? Pas de répression. Ça marche la plupart du temps, le résultat est satisfaisant. Et puis on essaie aussi de recréer le dialogue parce que c'est souvent un manque de dialogue en fait entre les deux habitants. Et le maire de la commune entend bien poursuivre sur cette voie avec un principe, ne pas mélanger les rôles. Dire à quelqu'un qu'il a fait une faute et qu'il est allé trop loin, c'est pas le boulot du maire, c'est au niveau de la justice. Le maire ne doit pas être un justicier. Rezé affiche de bons résultats dans la lutte contre la délinquance, une baisse de près de 14% en 2005. Mais ce modèle qui marche est-il transposable dans d'autres communes? C'est tout l'enjeu du débat sur les pouvoirs du maire. Deuxième jour du procès des tortionnaires du petit Nicolas. Dans le box des accusés, la famille de cet enfant de 9 ans qui a été torturé à mort. Des actes barbares qui se sont déroulés à huis clos dans un quartier défavorisé. Aujourd'hui, les jurés de la cour d'assises du Bas-Rhin ont tenté de retracer cette longue descente aux enfers à travers l'audition des accusés qui se sont rejetés la faute à tour de rôle. Christine Beauce, Jean-Pierre Pasteur. Ils sont 4 membres d'une même famille dans le box des accusés. Les 2 parents, la grand-mère et un oncle comparaissent pour acte de barbarie ayant entraîné la mort de Nicolas, 9 ans. Tout au long de l'audience est évoqué le huis clos familial pesant dans ce 3 pièces sordides du quartier d'Aude-Pierre où vivaient entassés 4 adultes et 4 enfants. Au cours de l'été 2003, Nicolas va subir un véritable martyr. On passe à la violence, à l'humiliation et puis on en vient enfin à des actes effectivement au moment où on aborde l'interrogatoire de la grand-mère qui deviennent encore plus graves avec les liens aux pieds, aux mains de l'enfant qui est agenouillé pendant des heures devant une table pour recopier des punitions et qui lorsqu'il lève le stylo reçoit une claque pour continuer. Pendant que les autres jouaient, Nicolas écrivait des milliers de lignes de punition, sinon les coups pleuvaient avec cette spatule en bois. Tout le monde s'y mettait, la mère, l'oncle et surtout la grand-mère qui l'attachait au barreau de son lit et qui a tenté de se disculper aujourd'hui en affirmant qu'elle ne lui voulait pas de mal. Et pourtant, Nicolas est mort sous les coups. Je pense qu'il y a eu vraiment une genre d'hystérie collective des adultes. Ils s'en sont pris particulièrement à cet enfant qui ne se laissait pas faire par la grand-mère et qui ne voulait pas que l'autorité de la grand-mère domine dans cette famille. Turbulent, énurétique, l'enfant était devenu le souffre-douleur de toute une famille. Les 4 accusés, tous victimes de sévices dans leur enfance, encourent la réclusion à perpétuité. Dans le Nord à Vieux-Condé, un enfant de 7 ans a été grièvement brûlé aux jambes par 2 autres enfants de 10 et 11 ans, des enfants qui jouaient avec de l'essence et des allumettes. Une enquête a été ouverte pour savoir s'il s'agit d'un acte accidentel ou volontaire. La France continue de faire pression, mais les restaurateurs n'obtiendraient pas la baisse de la TVA tant attendue. La présidence autrichienne de l'Union européenne n'a pas retenu pour l'instant dans sa liste une TVA réduite dans ce secteur. En revanche, dans le domaine du bâtiment, les travaux continueront à bénéficier de taux réduits, 2 poids 2 mesures, des mesures qui ne sont pas encore définitives. Décision mardi lors de la prochaine réunion de l'ECOFIN à Bruxelles. Séverine Lebrun, José Boulestex. Maintenant, on fait les finitions avant la... C'est vous qui vous occupez des finitions, vous. Très bien. Revue de détail, pas une minute à perdre. Des chantiers comme celui-ci, ce chef d'entreprise en a une vingtaine dans tout Paris.
Mais ces derniers mois, les affaires tournaient au ralenti. En cause, l'incertitude quant à la prolongation de la TVA à 5,5% sur les travaux d'entretien. On a 80% des projets dont les gens, depuis 6 mois, disent qu'est-ce qui va se passer, comment on doit faire, on doit signer des contrats avec des conditions plus ou moins suspensives. Une incertitude en partie levée. La présidence européenne proposera mardi une prolongation du taux réduit de TVA jusqu'en 2010. Les professionnels du bâtiment se réjouissent car la mesure a relancé le secteur. C'est une mesure qui a donc apporté plus de travaux et lorsqu'on parle de plus d'activités dans le bâtiment, on parle de plus de création d'emplois. 65 000 emplois ont pu être créés grâce à cette mesure. Les restaurateurs, eux, ne sont pas à la fête. Ils réclament depuis maintenant 3 ans une TVA à 5,5 et non plus 19,6%. Une nouvelle fois, leur demande risque d'être rejetée à Bruxelles. Excédés, ils en viennent aux menaces. Si promettent pendant 3 ans aux gens quelque chose et les amener à prendre des accords à la suite de ça et leur façon de faire, comme les mauvaises équipes, il faudrait les changer. Et pour les changer, il y a 2007. Le gouvernement, lui, affirme qu'il continuera à défendre sa position jusqu'au bout. Pour toute décision concernant la TVA, il faudra mardi un accord à l'unanimité des 25 États européens. L'électroménager français se porte mal. Le groupe SEB pourrait annoncer une restructuration avec à la clé un plan social et la fermeture de 3 usines, notamment l'usine Moulinex, déjà traumatisée une première fois il y a 5 ans et reprise par le groupe SEB. Là-bas, c'est l'attente et l'inquiétude. Reportage Christelle Marty, Philippe Mugera. Pour les salariés de Freinet, c'est la consternation. L'usine a été rachetée en 2001 par le groupe SEB au moment du plan social de Moulinex. Pour les 213 employés, rescapés des licenciements d'il y a 5 ans, la menace de fermeture du site est un nouveau coup dur. Quand on rentre dans une autre entreprise, on se dit c'est obligé que ça aille mieux, on espère bien sûr. Le groupe SEB, on n'entendait jamais parler, vraiment, on se disait bon on est reparti sur de bonnes bases. On remet ça, oui, pour peut-être la dernière fois, mais on remet ça, c'est dur, c'est dur à vivre. La rumeur court depuis quelques mois. Le groupe SEB pourrait fermer son usine de Freinet qui fabrique cafetières et bouilloires, un secteur fortement concurrencé par l'Asie. C'est sûr que les chiffres baissent un peu, mais la concurrence est quand même très importante. Vous pensez que c'est pour ça que vous êtes dans le collimateur? Oui, c'est pour ça. Dans la petite commune de Freinet, qui connaît déjà des difficultés économiques, la menace de fermeture de l'usine inquiète la population. Il n'y a pas tellement de travail dans le secteur, donc si on perd cette usine en plus, il ne restera plus grand-chose en fait. Inquiétude aussi chez les commerçants, qui verraient partir la principale entreprise du village. Ça fait toujours des âmes en moins, des consommateurs en moins, et puis ça fait beaucoup de gens en même temps. La direction de SEB se refuse à tout commentaire avant le comité de groupe prévu mardi prochain. Les salariés seront alors fixés sur leur sort. Jean-Pierre Levade, l'ancien patron du Crédit Lyonnais, devant le tribunal de Los Angeles, a reconnu avoir menti et plaide coupable dans l'affaire Executive Life. Au terme de l'accord passé avec l'accusation, il devra également payer une amende de 500 000 $, en échange de quoi il reste en liberté. Jean-Pierre Levade était dans cette affaire inculpé pour fausses déclarations aux autorités et violation de la loi bancaire. Il reste interdit du territoire américain pendant 3 ans. Dans l'actualité de ce vendredi, attention aux avalanches dans les Alpes. Hier, 5 skieurs hors piste ont été ensevelis. Aujourd'hui, le risque est de niveau 3 sur une échelle qui en compte 5. François-Julien Piednoir, Lionel Langlade. La montagne semble tellement innocente sous le soleil, tellement inoffensive. Et pourtant, son manteau neigeux est meurtrier. Le risque d'avalanche était presque au maximum aujourd'hui. On est confronté à 2 risques. Le premier qui est le risque naturel, qui est complètement imprévisible, et le risque engendré par le skieur qui va traverser une zone où une accumulation importante se trouve. Il va couper, il va fragiliser ce manteau neigeux qui par définition est déjà relativement fragile. Ça c'est du hors-piste. Ces skieurs sont hors piste et risquent à tout moment de déclencher une avalanche. C'est comme ça que 5 personnes sont mortes hier, des amateurs et des chevronnés. Malgré cela, Denis continue de passer les barrières de sécurité. Il y a toujours une attirance par le danger, c'est sûr. Une petite attirance, c'est sûr. Ça, il n'y a pas à le cacher, il n'y a pas à le cacher. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a de pire, c'est du rêve aujourd'hui.
Là, on vend du rêve, il y a de la poudreuse, c'est magnifique, c'est magique. Et c'est vrai que sur le sommet de la station, si on envoie des gens actuellement, là, il y a de grandes chances, n'ayant pas traité le domaine, si on envoie des gens, si on ouvre la piste en état actuel, il y aura des morts, il n'y a aucun problème. Difficile d'interdire le hors-piste, aucune sanction, alors autant prévenir. La station propose aux skieurs, eux sont anglais, des formations pour utiliser cette balise de détresse en cas d'ensevelissement. Mais certains skieurs se sentent alors protégés de l'avalanche. Lui se sent un peu plus en sécurité. On peut nous retrouver si on est enseveli, dit-il. Ce serait pas de chance si personne ne nous trouvait. Le risque d'avalanche devrait diminuer demain, faute de précipitations. Mais le week-end est synonyme d'arrivée de nombreux jeunes, souvent adeptes du hors-piste. Et c'est un froid polaire qui touche l'Europe du Nord avec accompagnant des tempêtes de neige, des températures jusqu'à moins 30 degrés et des centaines de trains qui ont été annulés comme au Danemark. En Norvège, ce sont des coupures d'électricité qui se sont produites. L'électricité qui devient une denrée rare, essentielle, mais fournie en quantité insuffisante. En Ukraine, les écoles primaires dans de nombreuses régions ont été fermées. Cette vague de froid n'atteindra la France que dans une semaine, mais les météorologues ne savent pas pour l'instant s'il y aura une simple chute saisonnière des températures ou davantage. Toujours est-il qu'en Russie, cette vague de froid exceptionnelle oblige les grands groupes énergétiques à un rendement maximum. Les livraisons vers d'autres pays comme l'Italie ont été limitées, ce qui ne va pas sans poser problème si la situation devait durer. À Moscou, avec des températures en dessous de moins 30 degrés, plusieurs personnes sont mortes de froid, des dizaines d'autres souffrent d'engelures. De nombreuses coupures de chauffage collectif ont été enregistrées sur place Anne Ponsinet, Xavier Duzet. Déjà 3 jours sans chauffage collectif dans l'immeuble de Luba Mikhailova. Hors dehors ce matin, il faisait moins 30. Luba utilise donc le seul chauffage d'appoint fiable, la gazinière. On utilise 2 brûleurs en permanence pour avoir chaud. Et voilà que la lumière s'arrête maintenant. L'électricité elle-même a des ratés. La nuit dernière, le chauffage électrique ne marchait pas et même avec 2 couvertures, j'avais froid. Comble de l'absurde, Luba couvre les radiateurs pour ne pas qu'ils gèlent de l'intérieur. Située à 40 km du centre de Moscou, cette cité est, comme beaucoup d'autres en Russie, chauffée par un système collectif. À l'origine, 43 immeubles étaient touchés. Ce matin, il en restait encore 12 dans le froid. Quand ma femme dort, je surveille la gazinière. Et après, on inverse. Je dors et c'est elle qui surveille. Autant dire que les femmes du quartier étaient très remontées ce matin pour rencontrer le vice-gouverneur. Ce n'est pas le premier incident du genre dans cette cité. Responsable, un système de chauffage obsolète, hérité de l'ère soviétique. Cette chaudière dépend de l'usine d'à côté, pas de la mairie. Donc on a pris maintenant la décision de construire une chaudière indépendante. C'est en fait tout le système énergétique russe qui a besoin d'investissements pour faire face à une demande croissante. C'est particulièrement criant en période de grand froid. La Russie a battu hier des records absolus de consommation électrique. Les autorités ont même suspendu les activités de certaines entreprises pour éviter la surcharge, d'autant que la météo n'annonce pas de véritable redoux dans l'immédiat. Otage en Irak, une jeune journaliste américaine enlevée à Bagdad le 7 janvier dernier, menacée de mort, et l'ultimatum des ravisseurs expire ce soir. À Washington, le sort de Jill Carroll inquiète les autorités et la presse s'en fait l'écho, tout comme elle commente les menaces de Ben Laden authentifiées hier. Alain Chalvran, Peter Murtaugh. Depuis mercredi, depuis qu'Al Jazeera a diffusé cette vidéo, Jill Carroll ne quitte plus les écrans de télévision et les journaux américains. C'est ce jour-là, en effet, qu'a été déclenché le compte à rebours. Il expire aujourd'hui. En fait, la jeune journaliste a été enlevée le 7 janvier. Presse et autorités avaient observé un strict blackout sur cette prise d'otage jusqu'à ce que la mère de Jill décide de s'adresser directement aux ravisseurs. Jill a toujours montré un grand respect pour le peuple irakien et ses traditions. Nous espérons que les ravisseurs la respecteront de la même manière. Se venger sur ma fille innocente qui aime l'Irak et son peuple, ce n'est pas faire justice. Les ravisseurs qui se revendiquent d'un groupe inconnu, les brigades de la vengeance, réclament la libération de toutes les femmes détenues en Irak. Il y en a 8 en tout et pour tout, et 6 sont libérables d'après les autorités de Bagdad. Mais la Maison-Blanche insiste pour que cela n'apparaisse pas comme une concession pour les Américains. On ne négocie pas avec les terroristes. Ne jamais négocier avec ces gens-là. On doit se montrer fort. Si vous commencez à négocier, alors il n'y a plus de limite. Il y a eu depuis le début de la guerre en Irak beaucoup de prises d'otages américains. Un nombre non précisé et 4 au moins ont été tués.
Si l'on ajoute à tout cela le retour inattendu de Ben Laden avec des menaces qui sont prises ici très au sérieux, on comprend que les Américains soient aujourd'hui plongés dans de très mauvais souvenirs. Au Mali se tient depuis hier le Forum social mondial, première rencontre du genre organisée en Afrique. À Bamako se sont retrouvés des milliers d'altermondialistes, mais pas seulement. Ont pris la parole ces Maliens candidats à l'immigration refoulés au Maroc, des images que l'on a encore en tête. Aujourd'hui, ces hommes sont de retour au pays, ils ont du mal à retrouver leur place. Reportage Gilles Marinet, Didier Daron. Un grillage érigé dans un quartier de Bamako. Pour se souvenir, pour raconter ce qui s'est passé les 29 septembre et 5 octobre 2005, lorsque plus d'un millier de migrants africains ont pris d'assaut la muraille de barbelés protégeant la frontière espagnole. Ils nous ont tiré dessus. Certains d'entre nous sont tombés. D'autres ont continué à monter au grillage. 11 morts sous les tirs des gardes-frontières. Le Maroc expulse des centaines de Maliens. De retour au pays, certains n'ont qu'une idée, dissuader les candidats à l'immigration clandestine. Moi j'ai vu et j'ai rencontré la souffrance. Donc moi-même je dois l'expliquer à les enfants et à les camarades. Alou Seni et Ibrahim ont survécu aux fusillades, mais après 3 ans de vie clandestine au Maroc, l'expulsion a mis fin au rêve de nourrir leur famille. Sans argent, Alou Seni n'ose pas rentrer au village. On ne peut pas retourner avec la main vide. Comment tu vas aller? Non. Vous voulez pas revoir votre femme, vos enfants, votre famille sans argent? Non, on ne peut pas faire ça. Pas d'indemnité ni de traitement de faveur. Échoués à Bamako, sans papier, confisqués lors de l'expulsion, ils survivent, redevenus chômeurs parmi tant d'autres. Nous, on n'a pas de moyens pour rester ici. Si on trouvait du travail ici, on reste ici, c'est mieux ça. Si vous n'en trouvez pas, il va se passer quoi? Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est le pays des Mali, c'est la pauvre. Misère matérielle, fierté blessée, problèmes psychologiques, ils se sont regroupés dans une association dont le nom est à lui seul un programme, retour, travail et dignité. À Abidjan, plus de barrages, le calme semble revenu après 4 jours d'émeutes. L'ONU appelle à la relance du processus de paix. La situation reste bien sûr très fragile. Quant aux Britanniques, ils exhortent leurs ressortissants à quitter le pays. En Turquie, c'est une surprise. La Cour de cassation a cassé la décision de libérer celui qui avait tenté de tuer le pape Jean-Paul II. Ali Aqsa, qui avait bénéficié d'une libération anticipée il y a quelques jours, devrait retourner en prison. Il a été arrêté ce soir par la police à Istanbul. Santé, une nouvelle étude qui vient s'ajouter à d'autres déjà nombreuses. Il y est question des dangers ou non du portable. Ce rapport britannique démontre, lui, l'innocuité des téléphones cellulaires. Le mobile n'augmenterait pas le risque de tumeur du cerveau. Nicolas Châteauneuf. On en compte 45 millions rien qu'en France. Les téléphones portables font désormais partie du quotidien des Français. 3 sur 4 en sont équipés. Et pourtant, une question reste lancinante. Le téléphone portable est-il nocif pour la santé ? Une étude britannique apporte un nouvel élément de réponse. Selon les responsables, l'usage du mobile n'accroît pas le risque de tumeur du cerveau. Pendant 4 ans, les comportements au téléphone de 966 personnes atteintes de la tumeur du cerveau la plus fréquente ont été comparés à ceux de 1716 volontaires en bonne santé. Résultat, il n'y a aucune différence entre les deux. Nous avons démontré que l'usage du téléphone portable n'avait pas d'incidence sur le fait que les gens développent une tumeur du cerveau ou pas. La fréquence d'utilisation du portable n'avait pas non plus de lien avec ces tumeurs. Jusqu'à maintenant, aucune étude n'a fait le lien entre téléphone portable et problèmes de santé. Certains scientifiques mettent en avant les risques liés à l'utilisation dans des zones peu couvertes à cause de signaux plus intenses. D'autres mettent en garde contre l'usage du portable par les enfants dont le cerveau serait plus sensible. Mais pour l'instant, rien n'est corroboré. Cette étude fait partie de la plus grande enquête jamais lancée sur les effets du téléphone portable. Elle est menée dans 13 pays différents. C'est l'image du jour, une image que retiendront longtemps les Britanniques. Dans la Tamise, les Londoniens ont découvert médusée une baleine blessée. Une autre aurait été repérée à l'embouchure du fleuve. Sur place Marisburgo, Dominique Marotel. Il se passait aujourd'hui sur la Tamise une chose tout à fait inhabituelle. La BBC, comme les autres médias britanniques, n'ont d'ailleurs pas lésiné sur les moyens pour couvrir l'événement et filmer cette baleine arrivée ce midi jusque dans le centre de la capitale britannique. Visiblement blessée, cette baleine à bec s'est finalement échouée. À 2 reprises, des sauveteurs se sont donc jetés à l'eau pour la faire bouger.
et la sauver. Je l'aspergeais, je lui parlais, je lui disais « Allez, sors de là, retourne-toi ». Cette baleine à bec de 5 mètres ressemble un peu à un très gros dauphin. Elle vit normalement dans les profondeurs de l'Atlantique Nord, au large de l'Islande ou du Groenland. Des centaines de Londoniens sont donc venus observer ce cétacé égaré en pleine ville. C'est la première fois qu'on voit une baleine dans la Tamise. On a vu avant des dauphins, des marsouins, mais jamais des baleines. Les chaînes d'information continues ont diffusé toute l'après-midi en direct les images de cette baleine. Mais selon les experts, il y a désormais tant de bruit autour d'elle qu'elle risque à tout moment un arrêt du cœur. Si cette baleine attire aujourd'hui tant de badauds et de sympathie, c'est aussi parce qu'elle appartient à une espèce en voie de disparition. Elle est chassée depuis le 19e siècle. Elle est aussi beaucoup gênée par les transports maritimes ou les exploitations pétrolières. On passe au sport avec du patinage et les championnats d'Europe à Lyon. Brian Joubert est deuxième derrière le Russe Pouchenko à l'issue du programme court. Champion d'Europe en 2004 et vice-champion d'Europe en 2005, le Français tentera de refaire son retard demain dans le programme libre. Toujours au championnat d'Europe, les chances de médaille pour le nouveau couple français, Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder, ce soir dans le programme de danse libre, un avant-goût des Jeux Olympiques de Turin pour ce tandem qui concourt depuis 16 ans, peut-être la relève française. Julien Benedetto. Ils arrivent à danser le mambo sur la glace. Dans la patinoire de Lyon, Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder maîtrisent les figures imposées sur des rythmes latins. Pour ces championnats d'Europe, le grand blond et la petite brune, lyonnais d'adoption, patinent presque à la maison. Sur le début, l'enclenchement n'est pas pareil. Car c'est à quelques mètres de là que le couple a peaufiné son programme, multiplié les heures de danse afin d'être prêt, car tous les amis sont là. Tous les gens qui m'ont jamais vu patiner, qui me chérissent à Lyon, qui peuvent pas se déplacer, tous les copains, tous mes copains de lycée qui, il y a 10 ans, j'étais avec eux et puis ils savaient que je faisais du patinage, que je me levais à 6 h du matin, que j'arrivais tout le temps 2 minutes en retard en cours. Voici l'époque où Isabelle préférait la glace au banc de l'école. 1990, premier coup de patin en duo avec Olivier. Elle est impulsive et veut tout gagner. Il est timide et patine juste pour le plaisir. Peut-être nos caractères ont fait qu'on a réussi à se supporter jusqu'à maintenant. Et aussi les résultats. C'est sûr que si on avait eu des années difficiles où ça semblait plus possible, on n'aurait peut-être pas continué. Pour les résultats, le couple aura la patience d'attendre près de 15 ans de vie commune sur glace pour décrocher enfin une médaille de bronze au championnat d'Europe l'année dernière. Ce soir, Isabelle et Olivier, 4e de la compétition pour le moment, ont l'occasion d'enrichir leur palmarès et de préparer au mieux leur danse olympique dans un mois à Turin. Pour les Français, c'est d'abord Chouchou et Loulou, les héros d'un gars, d'une fille, diffusés sur notre chaîne avant le journal pendant longtemps. Aujourd'hui, le tandem Alexandra Lamy et Jean Dujardin se reforme, mais cette fois-ci sur les planches. Au théâtre, ils sont deux sur la balançoire, Sophie Jouve et Philippe Gesselin. Et voilà, je vais rentrer. Et c'est là qu'ils vont nous voir. Ça s'appelle Ouvrir son horizon. Alexandra Lamy, Jean Dujardin, couple à la ville et à la scène. Voilà, c'est beau théâtre. Quand on est appelé toute la journée Chouchou et Loulou par des adolescents hilars, on a envie de prouver qu'on est tous les deux de vrais comédiens, même si c'est sur une balançoire. Pendant 2 heures, on a un vrai plan séquence où on passe d'une émotion à l'autre. Puis moi j'adore l'écoute de la salle. J'entends les gens rire, les silences sont extraordinaires. Ou d'un coup, il y a un silence. C'est génial. Oh là, attends. Ça, tu fais très attention. C'est la seule chose que ma mère n'ait jamais donnée. C'est une petite balançoire chinoise. Tu vois, sauf que les personnages ne sont pas des enfants, c'est un homme et une femme. Ils n'ont que des hauts et des bas. Doucement. Une pièce américaine des années 60, créée en France par Annie Girardot et Jean Marais. Mais il était là il y a 2 minutes. Il est là. L'histoire simple d'une danseuse qui rencontre un avocat et l'envie pour Chouchou et Loulou de faire évoluer leur image. Et après un gagne-fille, de jouer un homme et une femme. C'est quoi votre style à vous? Moderne, contemporain.
Bon, j'ai pas encore eu vraiment les moyens de... Je vous parle pas de la décoration, elle est nulle. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas joué ensemble depuis Un gars et une fille aussi, donc voilà, le plaisir revient, quoi. Parce qu'on on a le même rythme, ça va vite, ça nous plaît beaucoup. Oui. On se séduit aussi, encore. C'est bien, on se redrague tous les soirs. C'est chouette, ça. Tous les couples rêveraient de ça. Tous les soirs, ils me redraguent. Bon, allez, salut. Salut. Au revoir. Au revoir. Bon courage, à tout à l'heure. Oui, merde à toi. Donne tout ce que t'as pas. Casse-toi une jambe. Merci, au revoir. Encore deux qui se frottent à ce défi majeur qu'est le théâtre. J'arrêtais de te rejoindre. Avec humour et amour. Et tous les deux seront les invités de Guillaume Durand ce soir dans Campus à 22h30. Une des grandes voix de la soul music s'est éteinte hier. Le chanteur Wilson Pickett, âgé de 64 ans, a succombé à un arrêt cardiaque. L'artiste qui restera dans les mémoires, notamment pour le célèbre morceau In the Midnight Hour. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Rioué, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, boulevard du Palais. Minuit 10, le dernier journal, présenté par Laurence Piquet. Demain, dès 7h, thé ou café. Catherine Sellac recevra la chanteuse lyrique Patricia Petitbon. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.